Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, Mystère et Magie réveille l'enchanteur qui est au fond de toi et on se retrouve pour le live, il est presque 10h30 et j'ai avec moi pour la Witchy Planète Vera. Coucou Vera. Hello Alina. Que c'est merveilleux, on t'entend super bien. Ah bah c'est top. Tu vois, ça fonctionne la technique ce matin. Ce matin, ça va. Je suis pas trop dans le stress, donc je suis contente. Mais c'est vrai que quand ça arrive, hier, c'était juste hallucinant, quoi. J'ai jamais vu ça. Je recevais des notifications partout et ça saccadait de ouf. Hein. Donc, je croise les doigts pour que tout aille bien ce matin. Ouais, moi je le sens bien. Je suis sûre que ça va bien se passer. Et ce matin, dans la Witchy Planet, eh bien, nous allons rester dans le coin du sud-ouest, me semble-t-il. Oui, en fait, on reste en Occitanie. C'est vrai que le mois dernier, on avait donc parlé du pays Qatar. Hein. Je vous avais parlé des nombreux sites d'exception qui caractérisent la région de l'Aude, notamment les châteaux cathares, dont Perpertus, l'abbaye de Fontfroide, l'ermitage de Galamus, le pic de Bougarache. Et puis, il y en a un qui est hyper connu, c'est évidemment Rennes-le-Château. Alors, j'avais fait le choix de le sortir de la liste le mois dernier parce que du coup, c'est quand même, on va dire, un gros morceau. Et puis, je souhaite aussi dédier cette chronique à Mimi pour son anniversaire parce que je sais que Rennes-le-Château, c'est une destination qui l'a fait rêver. Donc voilà, petit clin d'œil pour toi, Mimi. Alors, du coup, Rennes-le-Château, c'est donc un tout petit village qui est situé dans les montagnes des Corbières. Voilà, donc c'est quand je vous dis que c'est un tout petit village, c'est parce qu'en fait, il y a 87 habitants. Voilà, donc vous voyez on va dire la taille de cette toute petite bourgade. Alors donc on est à 45 km de Carcassonne et comme je vous le disais, dans le massif des Corbières, entre le massif central et les Pyrénées. Alors c'est un tout petit village qui est essentiellement composé de maisons assez anciennes et ce village qui est donc juché sur son piton rocheux qui donne sur la région naturelle du Razès, sur la vallée de l'Aude, sur la vallée de la Salse, qui est un affluent de l'Aude. Donc on est à peu près à 500 mètres d'altitude. Et l'origine du village, elle se perd dans la nuit des temps, même si il est attesté que le plateau était déjà occupé par les hommes depuis la fin du Néolithique. Et puis, on retrouve trace lors de l'Antiquité d'un oppidum sous le nom de Rhédaès, qui a donné en fait Rennes, le château, a priori. Et donc, Rhédaès était une cité importante qui était habitée par des Celtes. C'est en fait plus précisément la tribu des Volques-Tectosages. Donc, c'est des gens qui venaient en fait des bords du Danube, donc plutôt que du côté de la Germanie, et qui sont venus s'installer dans le sud de la France vers le IVe siècle avant Jésus-Christ, puis qui vont rester dans le coin jusqu'au 1er siècle. Voilà. Et puis alors pourquoi ils ont choisi ce coin? C'est parce qu'en fait l'emplacement géographique présente de nombreux atouts. Déjà, ce plateau il est situé dans le carrefour naturel qui est formé par la confluence de l'Aude et de la Salse, mais aussi la position de Belvédère plane, c'est-à-dire que vraiment on a une vue, un panorama découvert à 360, mais en hauteur, donc pourvu de défense naturelle. Et puis à proximité, il y avait également des gisements métallifères, donc notamment du cuivre, mais également du fer. Et puis on pense aussi que l'exploitation des sources salées de la Salse ont été aussi, on va dire, un point d'intérêt pour ce peuple qui est venu s'installer à cet endroit-là. Et puis, vers 404 de notre ère, eh bien, cette ancienne place forte gauloise va être occupée par les Visigoths qui vont venir du côté de Toulouse et qui fuyaient les armées de Clovis. Et on raconte qu'ils y auraient caché le fabuleux trésor du temple de Jérusalem qu'ils auraient ramené du pillage de Rome mené en l'an 410. Et vous allez voir qu'en fait, ce mot de trésor, eh bien, c'est vraiment, je dirais, le mot-clé quand on parle de Rennes-le-Château, parce qu'il y a une tradition qui traverse les siècles autour de multiples trésors dans cette région.
Alors revenons-en un petit peu à notre frise historique. Donc à partir du Haut Moyen Âge, eh bien c'est une cité qui est encore reconnue pour son rôle politique sous le règne de Charlemagne. En 1170, Redae va appartenir au comté de Carcassonne. Et puis, dans cette même période, eh bien, les Cathares vont commencer à s'installer dans toute l'Occitanie et notamment dans cette région du Razès. Et en 1207, eh bien, il y a cette fameuse croisade contre les Albigeois qui va débuter. Et Redae, qui est donc au cœur du pays cathare, va voir la région s'embraser. Et puis d'ailleurs, il faut noter qu'un petit groupe de Templiers va s'installer tout à côté de Rennes-le-Château. Voilà, et les experts se demandent encore pourquoi est-ce qu'ils ont bâti une commanderie dans un lieu aussi paumé, en dehors de toute voie de communication, parce qu'il faut dire que Rennes-le-Château, c'est pas du tout un lieu de passage d'une route empruntée. Non, c'est vraiment en fait, c'est pas loin d'être un cul-de-sac. Et donc c'est vrai que c'est surprenant que les Templiers aient choisi de s'installer dans ce coin-là. Et d'ailleurs, le mystère est renforcé par le fait que lorsque Philippe le Bel, en 1307, va arrêter les Templiers, eh bien ceux qui sont installés dans cette commanderie ne vont pas être inquiétés. Et on ne sait évidemment pas pourquoi. Est-ce qu'ils auraient eu une mission particulière à remplir? Est-ce qu'ils jouissaient d'un statut particulier? Une énigme parmi tant d'autres quand on parle de cet ordre des moines soldats, toujours mystérieux. Alors, en 1361, Henri II de Castille va piller Redae, il sera à la tête d'une bande de pillards, et derrière lui, il ne laissera que des ruines. Donc c'est là en fait que Rennes-le-Château va disparaître en tant que ville. Sur le plateau, il va rester seulement quelques bâtisses et la structure du château. Mais c'est à partir vraiment de là que la ville va perdre, on va dire, de son importance, je dirais au niveau de la taille, ne laissant, on va dire, place qu'à un modeste village. Voilà, en 1422, eh bien, le comté du Razès va passer en fait au seigneur d'Hautpoul. Et puis lors des guerres de religion, en 1578, eh bien, une grande partie de l'église de Rennes-le-Château va s'effondrer sous le coup des protestants qui s'étaient rendus provisoirement maîtres du village. Ensuite, à la Révolution française, on peut dire que le village est intégré dans le canton d'Arques, puis après dans le canton de Couézat en 1805. Et c'est à partir de là, on va dire, que on peut évoquer l'histoire contemporaine de Rennes-le-Château, avec l'arrivée du fameux Béranger Saunière, l'abbé de Rennes-le-Château, qui a marqué véritablement une empreinte très très forte sur le village, puisque c'est vraiment lui qui va modifier considérablement la physionomie architecturale du village avec toutes les constructions qu'il va mener. Avec des ressources qui restent aujourd'hui un petit peu incertaines. Voilà, s'agissait-il d'un trésor qu'il aurait trouvé ou est-ce que ça viendrait, on va dire, de malversations qu'il aurait menées? On va en parler un petit peu plus en détail par la suite. Alors toi, est-ce que tu avais, j'imagine, déjà entendu parler de l'abbé Saunière? Oui. Alors de nom, mais c'est vrai que je suis pas trop branchée château. Reine de château. Voilà, le nom, j'y arrive pas. Mais par contre, ça a l'air très intéressant parce que je reconnais plein de monde qui m'en parle souvent, mais on peut pas non plus tout regarder, tout découvrir en peu de temps. Donc oui, je vais sûrement découvrir ça dans quelques années ou dans quelques mois, ou même grâce à toi ce matin notamment. Mais je connais pas du tout les tenants et les aboutissants. Je sais juste que c'était un prêtre qui a découvert, soi-disant, un trésor. En tout cas, c'est mystérieux autour de tout ça. Et voilà. Oui, c'est tout à fait ça. Alors en fait, depuis les années 60, il y a eu énormément de bouquins qui ont été écrits sur le supposé trésor ou les supposés trésors que l'abbé Saunière aurait découvert. Et puis, il y a eu aussi, évidemment, le Da Vinci Code. Même si Dan Brown ne parle pas explicitement
de Rennes-le-Château, il y fait référence à plusieurs reprises. Par exemple, eh bien, le conservateur du musée, si tu t'en rappelles, en fait, il s'appelle Saunière. Voilà, donc forcément, ça fait référence à notre fameux abbé. Et puis même dans le film, à un moment donné, tu as aussi plusieurs clins d'œil. Tu as notamment tu as deux évêques qui se servent un verre de vin et quand on zoome sur l'étiquette de la bouteille, en fait, c'est la cuvée du château et puis on voit en fait sur l'étiquette le profil de la tour qui a été construite par l'abbé Saunière à Rennes-le-Château. Voilà, donc c'est vraiment aussi le Da Vinci Code qui a remis encore au début des années 2000 un coup de projecteur sur Rennes-le-Château qui en a fait un lieu très touristique l'été en particulier. Alors on va justement se pencher un petit peu sur l'histoire du sulfureux abbé Saunière et de ses mystères. Alors, l'abbé Saunière, c'est quelqu'un du coin. Il est né en 1852. Il est originaire de Montazel, qui est une petite ville pas très très loin de Rennes-le-Château. Son père était régisseur du château du marquis et il était aussi gérant de la minoterie, c'est-à-dire en fait du moulin qui était attenant à ce fameux château. Donc voilà, l'abbé Saunière, il est, on va dire, issu d'une famille de notables locaux et il fait partie d'une fratrie de 11 enfants dont il est l'aîné. Et il y avait déjà en fait dans sa famille, notamment par son oncle, déjà en fait une tradition, comment dire, d'hommes prêtres dans la famille. Donc lui va justement rentrer au grand séminaire de Carcassonne en 1874. Donc il était tout jeune, il avait 22 ans. Et d'ailleurs son frère aussi, Alfred, est également devenu prêtre, mais il a été assez rapidement aussi défroqué, c'est-à-dire relevé, on va dire, de sa fonction parce qu'il avait, on va dire, des mœurs un petit peu olé olé. C'est de toute façon, voilà, c'est deux frères qui sont, on va dire, assez rock'n'roll. Vous allez le voir un petit peu plus loin dans l'histoire de Béranger, donc notre fameux abbé Saunière. Donc, comme je vous disais, 1874, il entre au grand séminaire. Il va être ordonné prêtre en 1879. Et puis, pendant 6 ans, eh bien, il va être prêtre dans 2 paroisses, à Alais-les-Bains et également à Clas. Puis il va redevenir professeur à Narbonne pendant quelques mois avant d'intégrer la paroisse de Rennes-le-Château. Alors, on pense que finalement, le fait qu'on lui confie la paroisse de Rennes-le-Château, c'était plutôt une punition. Voilà, c'était vraiment pas une promotion parce qu'en fait, le village, déjà, il est tout petit. En plus, il est dans un piteux état parce que l'exode rural est passé par là. C'était un village qui comptait encore 500 âmes et à cette époque-là, déjà plus de 250 et puis maintenant, pas tout à fait 90. Donc, vous voyez, c'est vraiment un village qui s'est dépeuplé. Et puis, tout était à moitié en ruine avec un presbytère qui n'était même pas habitable. Puisqu'au départ, il a dû vivre chez l'habitant avant de faire les rénovations. Et donc, clairement, il semble qu'on l'ait mis là parce que il était déjà assez rebelle à la hiérarchie, a priori assez indépendant d'esprit. Et c'est carrément quelqu'un qui a une personnalité très, très particulière, l'abbé Saunière. Alors, ce qui va se passer aussi, c'est que dès qu'il va arriver à Rennes-le-Château, eh bien, il va, on va dire, les débuts vont être un petit peu difficiles, quoi. Déjà, dès qu'il arrive, donc il arrive en juillet, et en décembre, il a déjà des ennuis avec l'évêché, puisque en fait, lors d'un prêche, alors on est en pleine, faut resituer le contexte, on est dans le contexte de la guerre des 2 France, on est 100 ans après la Révolution française. On parle de la guerre des 2 France parce que d'un côté, on a l'Église catholique, donc ce qu'on appelle les légitimistes, qui sont plutôt pro-monarchie. Et de l'autre côté, on a les républicains qui sont anticléricaux.
Évidemment, l'abbé Saunière, il est du côté des légitimistes et pro-monarchie. Et donc, lors d'un prêche en pleine élection législative de 1885, eh bien, il va conseiller un vote royaliste à ses ouailles, ce qui va être remonté au ministère du culte, puisque on est avant 1905, avant la séparation de cette loi qui a séparé l'Église et l'État. Mais là, il y a encore un ministère du culte à cette époque-là. Et donc, eh bien, il va être sanctionné et donc il va être mis sur la touche pendant 6 mois. Donc, il va revenir à Rennes-le-Château en début 1986. Et puis, bien là, il va entreprendre quelques rénovations, aidé par l'argent prêté par la mairie et aussi par quelques dons, puisque il est soutenu par le cercle catholique de Narbonne. Voilà, qui est un cercle composé de différents notables, nobles pour beaucoup, qui sont pro-monarchie, justement. Donc, on sait déjà qu'il y a une partie, on va dire, de l'argent qui a servi à rénover l'église et le presbytère à cette époque-là. Et puis, outre cet événement justement où il a été suspendu pendant quelques mois, eh bien, il y a aussi un autre événement qui va faire un petit peu tâche. C'est que il va prendre la décision choquante d'engager comme gouvernante une jeune servante de 18 ans ou 20 ans. Voilà, ça dépend des sources au niveau de l'âge. Donc, c'est Marie Desnarnaud qui était en fait la fille des personnes qui l'avaient accueilli. Alors, il faut savoir qu'en droit canonique, généralement, les curés, ils étaient censés prendre pour gouvernante, comme servante, des femmes bien plus âgées, pas aussi jeunes, pour éviter justement d'être tentées. Donc là, c'était déjà aussi, on va dire, une décision qui allait à l'encontre des règles du droit. Voilà, donc c'est déjà un début qui est quand même, on va dire, un petit peu rock. Alors, après avoir fait des premiers travaux de rénovation, eh bien, il va faire une première découverte en 1887, donc 2 ans après son arrivée. Il va chercher en fait à remplacer le maître-autel de l'église du village. Et aidés par des ouvriers, eh bien, quand ils vont en fait chercher à déplacer le maître-autel, eh bien, ils vont trouver dans un ancien pilier, en fait, l'autel est tenu par un ancien pilier de réemploi qui était a priori d'origine wisigothique et qui soutenait l'autel. Et à l'intérieur de ce pilier, eh bien, il aurait trouvé des parchemins. Alors ces parchemins, on n'en a plus la trace. A priori, la mairie l'aurait forcé à en faire des calques, mais malheureusement, ces calques ont été détruits lors d'un incendie de la mairie en 1910. Donc là, il y a finalement différentes hypothèses par rapport à ces parchemins. On parle d'un arbre généalogique des descendants du roi Dagobert II. On parle de 2 testaments de la famille Hautpoul, les fameux seigneurs qui étaient justement propriétaires de la région. On parle aussi d'un document très mystérieux, qui est peut-être le plus mystérieux, un recto verso qui daterait du XVIIIe siècle, avec des inscriptions assez particulières, voilà, avec des morceaux de l'Ancien Testament, etc. Donc, et tout ça a été déjà aussi largement, cette histoire de parchemin, largement commentée par tous les mystificateurs qui ont écrit des bouquins, mais je vous en parlerai un petit peu plus loin. Donc en tous les cas, première découverte très surprenante dans cet ancien pilier qui soutenait l'autel, donc ces fameux parchemins. Et puis un petit peu plus loin, deuxième découverte en 1891, au moment où il veut restaurer le carrelage de la nef, eh bien il va découvrir une dalle qu'on va appeler la dalle des chevaliers, qui serait donc une dalle en fait en grès sculpté, et en enlevant en fait cette dalle, eh bien il aurait trouvé en dessous en fait une houle, c'est-à-dire une espèce de marmite remplie de pièces d'or et de divers objets de culte précieux.
Voilà. Alors, les gens du village racontent qu'il aurait renvoyé les ouvriers dès qu'il aurait trouvé sous la dalle, en fait, ce trésor. Et à partir de là, quelque chose va changer. C'est-à-dire que l'abbé Saunière, il a vécu dans, je dirais, une relative pauvreté, ce qui est tout à fait normal hein, pour un curé. Et à partir en fait de cette découverte, c'est là qu'en fait ça marque un tournant. Déjà, il va commencer à faire des fouilles un petit peu partout. Déjà, son comportement va changer. On sait que c'est à partir de là aussi qu'il va commencer à faire des fouilles dans le cimetière attenant à l'église, ce qui va lui valoir d'ailleurs aussi une plainte de la part du conseil municipal vers la préfecture en 1895. Donc il faisait ses fouilles a priori en pleine nuit avec justement sa servante Marie Desnarnaud. Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce que finalement la découverte de ce premier trésor l'a quelque part, on va dire, incité à rechercher d'autres objets précieux dans certaines tombes des nobles qui étaient enterrés à proximité de l'église. Enfin, surtout, c'est aussi à partir de cette période, 1891-1892, qu'il va commencer à faire des dépenses assez somptuaires. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, il était vraiment en fait attelé à la rénovation du presbytère, de l'église, donc rien de spécial finalement. Mais à partir de là, il va commencer à se construire des bâtisses assez particulières. Je vous en parlerai un petit peu plus loin, mais il a commencé à bâtir justement en fait une villa et d'autres choses. Et c'est ça qui va véritablement aussi attirer l'attention et notamment qui va lui valoir d'être sous la loupe de l'évêché. Alors il avait un premier évêque qui était assez coulant, on va dire, avec lui, mais à la mort de celui-ci, un autre évêque va le prendre un petit peu en grippe et c'est ce qui va le mener vers carrément, on va dire, un procès. Voilà, hein. Donc, il sera déchu de ses fonctions sacerdotales quelques années après. Mais revenons-en justement par rapport à ces trouvailles. Donc, comme je vous disais, deuxième découverte en 1891 de cette fameuse dalle et peut-être, on va dire, d'un trésor en dessous. En 1895, un peu plus en dessous encore de cette dalle, il va trouver aussi un crâne percé a priori par une hallebarde, donc une arme, une sorte de lance hein, qui était largement utilisée au XIIIe et XIVe siècle. Et il y a des analyses assez récentes qui ont été menées sur ce crâne. Donc on sait que c'était un homme de 50 ans qui a vécu donc au XIIIe ou XIVe siècle. Voilà, mais on ne sait pas exactement, on ne sait pas en fait à qui appartenait ce crâne. Était-ce, on va dire, un noble qui était enterré, comme c'était souvent le cas, hein, les nobles ils se faisaient souvent enterrer encore à l'intérieur des églises à cette époque-là. En tous les cas, voilà, il y a plusieurs hypothèses. En 1899, là, il va acheter 6 terrains. Et donc, c'est là où il va installer un jardin d'agrément avec une ménagerie qui contenait même des singes, des perroquets, enfin voilà. Une serre, il a aussi construit 2 tours, une en verre et une en pierre, reliées par un chemin de ronde. Il va donc construire cette fameuse villa, la Villa Béthanie. Petite mais très luxueuse, hein, parce qu'en fait, on parle souvent d'un domaine, on fantasme souvent le côté très luxueux. Alors oui, certes, c'était un domaine très luxueux par rapport, on va dire, à ce qui était observé et pratiqué dans ce coin très très reculé, qui était en fait un coin très rural. Voilà, mais malgré tout, c'était pas non plus, on va dire, un palais, quoi. Voilà. Et puis, donc cette villa, au départ, elle était destinée, en tous les cas, c'est ce que l'abbé Saunière a raconté, destinée à accueillir des prêtres en retraite. En réalité, il y a donné finalement des fêtes assez fastueuses. D'ailleurs, on a retrouvé dans la comptabilité de l'abbé aussi, il achetait beaucoup de mets et de spiritueux, notamment du rhum,
Donc voilà, c'est quelqu'un qui vivait quand même dans un certain faste. Alors il vivait lui pas dans la Villa Béthanie. D'ailleurs, il y a jamais vécu. Il a toujours vécu dans le presbytère, comme Marie Desnarnaud d'ailleurs. Mais on sait que c'est quelqu'un qui qui s'est aussi enrichi en revendant certains produits, notamment du rhum. Il se faisait une petite marge, quoi, en fait. Donc, il faisait sans doute découvrir des vins, des spiritueux, des mets, etc., à des gens, je pense, qui devaient être assez fortunés et qui devaient bien le lui rendre, mais dont on ignore l'identité. Donc, il y avait aussi ce mystère autour de ces rencontres qui étaient organisées donc dans la villa Béthanie. Alors, comme je le disais en fait précédemment, hein, trésor ou pas, le train de vie du curé va faire beaucoup jaser les villageois qui appréciaient plutôt quand même, on va dire, hein, la Bessonnière, malgré son style qui dénotait franchement. Et puis qui surtout aussi un train de vie qui a fait beaucoup grincer des dents l'évêché, hein, qui va l'accuser donc de Simonet, parce que outre les trafics qu'on sait, on va dire, autour de spiritueux, etc. Ou encore aussi même on sait qu'il a aussi un petit peu, masqué, on va dire, sa comptabilité. Il a menti sur des factures, sur des dons qu'il aurait reçus, en les rendant un petit peu plus importants. On sait surtout, et ça c'est avéré, qu'il a fait un énorme trafic de messes payantes. À l'origine, à cette époque-là, il n'était pas rare que les gens demandent des messes, que les curés en fait disent des messes privées pour la guérison de quelqu'un ou en souvenir de quelqu'un qui aurait disparu. Et en fait, la Bessonnière, il aurait monté tout un système. Donc déjà, on sait qu'il a passé des petites annonces dans plein de gazettes religieuses partout en Europe pour justement proposer ses services. Et donc, c'est de là qu'il aurait aussi capté énormément d'argent qui aurait pu permettre justement de financer toutes ces constructions somptuaires dont je vous parlais en fait précédemment. Donc, au final, on pense que finalement, il n'y a pas, on va dire, une vérité, mais sans doute, on va dire, le mélange de plusieurs choses. On voit que c'est quelqu'un qui était quand même, on va dire, qui avait un mode de vie, un mode de fonctionnement très, très particulier, et puis qui était vraiment, on va dire, en roue libre hein, par rapport, on va dire, à l'autorité ecclésiastique. Et il aurait peut-être trouvé quelque chose, mais en tous les cas, son système économique vient sans doute, a priori, de l'addition de plusieurs choses. Voilà. En tous les cas, donc en 1910, l'évêque de l'époque va lui faire un procès canonique qui va plutôt traîner en longueur. En 1911, il va être même carrément déchu de ses fonctions et inculpé pour détournement de fonds en 1915. Voilà. Et de là, en fait, la Bessonnière va vivre reclus dans son domaine. Il va continuer, même s'il n'a pas le droit à donner des messes, mais en privé, parce que certains villageois ont continué à le suivre. Voilà. Et puis en 1917, eh bien, il va mourir d'une attaque. Voilà, au moment où il est en train de se promener sur les remparts de son domaine, il va être victime d'une attaque, a priori, d'une hémorragie cérébrale. Et de là, en fait, le domaine, qu'est-ce qu'il va devenir? Eh ben, il va être légué à Marie Desnarnaud. Et oui, sa fameuse servante, qui lui est toujours fidèle et qui va y rester jusqu'à sa mort en 1953. En fait, la Bessonnière a eu l'intelligence, entre guillemets, de mettre toutes ses constructions au nom de sa fidèle servante. Alors là aussi, hein, on a imaginé, vous pensez bien qu'il avait une relation pas très nette avec elle. Bon, forcément, on n'aura jamais la preuve de rien, mais a priori, quand on regarde les correspondances qu'il a échangées avec elle à des moments où il était parti de Rennes-le-Château, on voit qu'il avait effectivement beaucoup d'affection pour cette jeune femme, mais
voilà, on ne pourra jamais prouver quoi que ce soit. D'ailleurs, on sait qu'elle-même avait en fait une relation avec un autre curé. Donc voilà, il n'est pas avéré que ça a été, on va dire, la maîtresse de la Bessonnière. En tous les cas, elle a toujours été, on va dire, la personne la plus proche de lui et qui, sans doute, on va dire, partageait ses secrets. Secret qu'elle a emporté avec elle, parce que même si à un moment donné, juste après la Seconde Guerre mondiale, donc elle vit seule dans ce domaine, hein, elle vit dans le presbytère, elle est propriétaire de l'ensemble du domaine, mais elle n'a aucune source de revenus. Eh bien, elle va faire la rencontre d'un industriel perpignanais qui s'appelle Noël Corbu, qui est quelqu'un qui avait a priori une fabrique de pâtes. Mais qui a fait faillite et qui, en fait, en se promenant dans le coin de Rennes-le-Château en 1945, va tomber un petit peu amoureux du coin, va faire aussi la connaissance de Marie Desnarnaud, et Marie Desnarnaud va en faire justement en fait son légataire. Donc elle va en fait lui revendre en viager la propriété. Elle va donc, mourir en 1953. Et de là, Noël Corbu, en fait, qui est un entrepreneur, qui est quelqu'un qui a déjà aussi le sens du marketing et de la publicité, va transformer, en fait, le domaine en hôtel-restaurant. Ça va d'ailleurs même porter le nom d'hôtel-restaurant de la Tour, en référence justement à la tour Magdala que la Bessonnière a construit. Et ben, comme c'est en fait un peu un cul-de-sac, Rennes-le-Château, il va avoir du mal à faire tourner son affaire. Et c'est là qu'il va avoir en fait l'idée assez géniale de faire de la pub. En fait, il va réutiliser toutes les légendes du coin, puisque comme je vous disais, il y a toujours une culture du trésor. Voilà, on parle d'un trésor des Cathares qui aurait été enfoui dans le coin. On dit aussi en 1645 qu'il y a un berger qui s'appelle Ignace Paris qui aurait trouvé, en essayant de secourir une de ses brebis, qui aurait trouvé en fait au fond d'un trou des squelettes avec de l'or, des pièces d'or tout autour. On parle justement du fameux trésor aussi du temple de Jérusalem, le trésor des Visigoths. Voilà, donc il y a toujours eu énormément en fait de légendes autour de ça. Et bien, Noël Corbu, lui, il va réutiliser en fait ce matériau-là et il va commencer en fait à le faire savoir. Alors, il a déjà l'idée assez géniale d'enregistrer toutes ces histoires sur un magnétophone qu'il va disposer sur une table et qu'il va en fait proposer à l'écoute des gens qui viennent manger chez lui et au cours des repas. Et en fait, quelques années plus tard, ça fera même l'objet de différents articles dans la Dépêche du Midi. Et c'est vraiment à partir de ces articles-là qu'il va y avoir un emballement et que plusieurs auteurs vont se saisir en fait de l'histoire et du mystère de la Bessonnière. On peut citer notamment Robert Charroux, hein, qui est un auteur très connu, un chasseur de trésors avant toute chose, hein, qui a écrit donc déjà une première histoire en 1962. Ensuite, il y aura le fameux livre L'Or de Rennes en 1967, écrit par Gérard de Sède, mais avec pour éminence grise dans les coulisses Pierre Plantard. Voilà, donc Pierre Plantard qui a été quelqu'un qui a été un mystificateur de haute volée autour de Rennes-le-Château et qui est à l'origine de beaucoup de tous ces mythes. Et qu'on sait, on va dire, faux hein, pour beaucoup, avec toute une histoire autour de l'existence d'un descendant caché des dynasties mérovingiennes, aussi peut-être même du Christ qui aurait survécu au supplice de la croix et qui serait venu avec Marie-Madeleine, avec Marthe et Lazare, finir ses jours dans ce coin-là, avec évidemment aussi tous ces trésors et puis enfin le dernier opus avec le Da Vinci Code comme je vous le disais précédemment. Voilà. Et donc c'est Bah, je disais, quelle chronique.
Oui, bah c'est un sacré, c'est une sacrée histoire. Ouais. Alors moi, je vous invite vraiment à découvrir le travail de Ludovic Richet, d'Arcana les Mystères, qui est un passionné en fait de Rennes-le-Château, et également en fait de Christian Doumergue, qui est un auteur dont il est d'ailleurs aussi très proche, et qui sont donc deux personnes qui, avec d'autres, avec notamment aussi Portal, enfin qui sont des gens qui ont travaillé très sérieusement en fait, et qui ont finalement décrypté beaucoup de choses, parce que, comme je vous le disais, il y a tout un amas, on va dire, d'histoires et de légendes autour de Rennes-le-Château. En tous les cas, aujourd'hui, c'est tout ça qui fait que Rennes-le-Château est devenu un lieu touristique prisé beaucoup par les gens. Alors sachez que si vous souhaitez aller visiter Rennes-le-Château, vous pouvez aller voir le musée domaine de la Bessonnière, qui est donc devenu propriété de la commune. Et vous allez, en fait, vous pouvez tout voir, hein. Vous avez donc cet ancien domaine de la Bessonnière qui a été transformé donc en musée local. Vous allez pouvoir découvrir le petit presbytère, la Villa Betania et son oratoire, les jardins, la tour Magdala, et la fameuse bibliothèque de l'abbé, le chemin de ronde, l'orangerie. Voilà, et bien sûr, alors ça c'est payant, c'est pas très très cher, hein, c'est 6 € pour les adultes, mais vous allez surtout pouvoir aussi visiter l'église Sainte-Marie-Madeleine, qui est donc l'église qui a été entièrement rénovée par l'abbé Saunière, qui date du XIIe siècle et qui est remplie de signes, de symboles, également de légendes. Vous allez pouvoir voir notamment le fameux diable, hein, qui nous accueille quand on rentre dans l'église et qui soutient le bénitier, avec plein d'inscriptions aussi assez mystérieuses. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, à Rennes-le-Château, tout est fait. Enfin, je veux dire, je pense qu'on n'arrivera jamais à percer complètement, on va dire, le mystère, l'origine de tout cela. Et parce qu'en fait aussi, on n'a peut-être pas envie de le percer et qu'on a envie de continuer à faire vivre, on va dire, toute cette aura de mystère. Et d'ailleurs, au-delà de tout ce que vous allez pouvoir visiter dans ce petit village, donc vous allez pouvoir retrouver aussi, hein, la fameuse dalle du chevalier découverte par l'abbé Saunière. Vous allez pouvoir voir le fameux pilier carolingien dont je vous parlais, où on aurait trouvé les parchemins. Vous allez pouvoir retrouver finalement tous ces éléments-là. En tous les cas, à Rennes-le-Château, c'est devenu aussi du coup un petit peu la capitale ésotérique, on va dire, du coin, puisque chaque été, Rennes-le-Château propose des cycles de conférences sur les mystères de Rennes-le-Château, mais aussi sur l'ésotérisme en général. Et vous allez pouvoir y retrouver des gens connus comme Ludovic Richet ou encore Patricia Daré ou encore ou d'autres encore, ou Portal, etc. Donc et bien sûr aussi Christian Doumergue. Et puis aussi beaucoup de librairies, de boutiques assez orientées ESO. Et depuis peu, en octobre 2024, un salon de l'étrange et des mystères, voilà, qui s'est tenu pour la première fois. Alors, je ne sais pas s'ils vont réitérer la chose. En tous les cas, voilà, c'est vraiment, si vous êtes dans le coin, après avoir fait l'ascension du pic Bougarache, n'hésitez pas à vous arrêter une petite journée à Rennes-le-Château, parce que ça vaut le coup et c'est vraiment quelque chose de très chouette. Eh bien, merci beaucoup, ma petite Vera. Vraiment, c'était merveilleux. Entre deux bugs, mais c'était merveilleux quand même. Ouais, voilà, j'espère que voilà, j'ai un petit peu enchaîné. J'espère que je vous ai pas trop perdu, parce que c'est une histoire pleine de rebondissements et voilà, et pleine de légendes qui s'entremêlent. Ça a l'air d'être une sacrée aventure quand même, hein, qui date. Ah oui. Ouais, tout à fait. Oui, c'est vraiment un sacré coin, c'est clair. Eh bien, écoute, merci ma petite Vera. Dans tous les cas, vous verrez, hein, les enchanteurs pour la rediffusion. Vous n'aurez aucun souci de son, je vous le dis. On te fait plein de bisous. On te dit à dans un mois. Alors. À très bientôt. Hein, mais oui, et on continue notre petit tour, notre petit tour de France. Ok, pas de souci. Je t'embrasse bien fort et je te souhaite un très très bon dimanche et une belle semaine. Eh ben merci. À très bientôt. Bon dimanche à tous. Ciao, ciao. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia.
Radio Antasia.